Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Peaceful Mind. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mon acolyte, mon Peaceful Partner, Francky. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous et parfois on ne sait pas, enfin souvent on ne sait pas comment gérer ce problème-là. Ça s'appelle la santé mentale. Donc qu'est-ce que la santé mentale? Comment réagir quand on voit que quelqu'un ne va pas bien autour de nous, sans paniquer, sans stresser et sans se prendre pour un psy. Et aujourd'hui, avec nous, on a Fabienne. Fabienne, c'est une ex-infirmière du travail qui est maintenant formatrice en premier secours en santé mentale et formatrice aussi en référent en santé mentale et qui va répondre à toutes nos questions. Franchement, je pense que j'en aurais bien besoin de faire cette formation parce qu'entre les personnes qui craquent et les personnes qui s'éteignent, je pense qu'on a toutes et tous dans nos entourages un collègue ou un proche qui est en détresse et franchement, on ne sait pas forcément quoi faire ou quoi dire dans ce genre de situation. Et Fabienne, j'aimerais bien que pour démarrer et avant de rentrer dans le vif du sujet, que tu te présentes. Donc, tu étais infirmière en santé du travail, Oui, puis c'est tu bien es ça. devenue formatrice en secours en santé mentale et Oui, pas seulement, aussi en référent en santé mentale. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es arrivée sur ce sujet et d'où te vient cette vocation à aider les autres? Eh bien, déjà, le métier d'infirmière, c'est un métier d'aide, à proprement parler. Et à la médecine du travail, j'ai été confrontée à beaucoup de situations euh, de stress, de tristesse, qu'on pourrait appeler dépression, de burn-out, sans forcément savoir les identifier. Et quand je les identifiais, quand je voyais des salariés en souffrance, souvent on passait par l'aspect physique d'abord, ce qu'on appelle les somatisations, ou bien il y avait des problèmes beaucoup plus graves physiquement qui étaient en train de se passer, mais souvent la douleur c'était un, un moyen de rentrer sur la question, d'arriver sur la question de la santé mentale et des troubles. Et quand on commençait à parler d'une personne qui souffrait psychiquement, il y a eu beaucoup de gens qui n'osaient pas exprimer au travail qu'elles avaient des problèmes de santé mentale, qu'elles souffraient en silence, par peur que ça se sache, par peur que ça se dise et que ça les mette à part aussi, et par peur également de perdre leur travail. Que ça les exclut finalement du groupe ou d'être vus comme des personnes qui étaient vulnérables Oui, ou faibles dans leur travail. oui, c'est bien ça. Et alors, quand tu les recevais, ces personnes en médecine du travail, donc vous passiez par l'aspect physique, c'est-à-dire par la santé du corps. À quel moment tu as décidé finalement de sortir du système de la médecine du travail pour te focuser, enfin pour être beaucoup plus concentré sur cet accompagnement euh, à une santé psychique? Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bien, je me suis trouvée très impuissante par rapport à cet aspect de la santé mentale. On commençait à parler de RPS, effectivement, de qualité de vie au travail, Donc RPS, c'est les risques les risques psychosociaux. psychosociaux. Et je me suis dit, mais en fait, cette personne-là, elle est mise inapte, donc on la sort de son poste de travail. Et je me disais dans quelle mesure, en fait, on peut faire de la prévention pour éviter que ça n'arrive et pour en arriver à des situations de burn-out, par exemple, où la personne, l'arrêt maladie peut être très long, ça peut être 2 ans. Les personnes ne se retrouvent plus jamais comme elles étaient avant, ne s'estimant pas du tout à la hauteur même de reprendre parfois un travail, se sentent en vulnérabilité très profonde. Et il y a une espèce de, de stress ambiant comme ça qui reste sur des années. Voilà. Ok, et donc Manque de confiance en eux. et qui n'arrivent pas ou qui mettent vraiment beaucoup de temps à récupérer. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de t'être formée et puis d'être devenue formatrice oui, auprès des citoyens ou auprès des entreprises en santé mentale, finalement, ton souhait à toi, c'était d'être dans la prévention oui, et de pas être dans la guérison, exactement. mais d'arriver en amont du problème, de l'identifier et d'aider les autres à le faire. Je me suis dit que être dans la prévention, plus il y aura de gens qui seront dans la prévention et qui seront en capacité de détecter des signaux faibles, ou, voilà,
je me dis que si on a une autre organisation, on peut changer les choses. Voilà. Chacun a sa manière et voilà. L'histoire du colibri Ok. qui fait les choses comme il peut, mais qui essaye de faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce terme de santé mentale, qui est très à la mode en ce moment. Les médias en parlent, les entreprises, pour certaines, créent des parcours santé mentale pour leurs collaborateurs. C'est un sujet qui est national aujourd'hui, qui a été décrété national par le pays aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, si on devait le résumer de manière assez simple? Moi, je trouve que c'est un mot qui peut faire peur parfois, quand on ne sait pas ce qui se cache derrière. Donc, comment définis-tu la santé mentale? Ou en tout cas, comment elle est définie par les institutions? Alors, la santé mentale, c'est quelque chose de dynamique. Comme tu disais, Francky, avant l'interview, c'est comme si on disait, tiens, j'ai une santé physique, ben, de la même manière, on a une santé mentale. Et cette santé mentale, elle est dynamique. Et ce qu'on appelle avoir une bonne santé mentale, ce n'est pas avoir une absence de pathologie, c'est une histoire de faire face à des situations dans la vie et de se sentir inclus dans la société, puisque la pathologie sera toujours définie en fonction de la société dans laquelle on est. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que finalement, ce terme, cette terminologie, elle a beaucoup évolué? Parce qu'au début, on parlait d'hygiène mentale. Oui, Donc ça, c'est au début du 19e siècle, pardon. Ensuite, on a parlé de troubles psychiques oui, dans les années 50. Et maintenant, on se retrouve avec ce terme de santé mentale qui recouvre à la fois la partie l'équilibre émotionnel, l'équilibre cognitif, l'équilibre psychique, l'équilibre social. Euh, donc finalement, c'est un peu un terme à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il faut avoir les feux au vert dans tous les domaines, dans ton interaction avec les autres, dans ta bonne santé physique, dans ta propre gestion émotionnelle. oui. Qu'est-ce que c'est pas un peu un gros package à gérer? C'en est un. Et, et est-ce que justement, c'est ce que tu disais, aujourd'hui, la santé mentale, on n'est pas en train de parler d'une pathologie, on n'est pas en train de parler d'une absence de troubles psychiques, on est vraiment en train de parler d'un équilibre global Oui, à l'échelle individuelle. oui. Ouais, Et à parce l'échelle sociétale. ouais, parce que pour beaucoup, santé mentale, en tout cas pour moi, et pour beaucoup, c'est fragilité, défaillance, une notion de difficulté. Oui, Alors que au final, comme on l'évoquait avant, bon, on a tous une forme physique. voilà. Parfois elle est au top, parfois elle C'est est moins au ça. top. Moi en ce moment, je suis moins au top. Et c'est ok. Et j'ai l'impression que voilà, c'est un peu pareil quoi. L'avantage avec la santé physique, c'est on va faire un bilan, par exemple, chez le médecin en disant, ouais, je me sens moins en forme. Ah, ben, peut-être que vous êtes anémié, peut-être que vous avez telle problématique. Alors, des fois, on parle d'apnée du sommeil, des choses comme ça. Mais on va pas consulter de la même manière quand on se sent triste ou quand on se sent dépassé par la situation. Parce que on va essayer de continuer à avancer malgré tout. Oui, on n'a pas un réel stop. Finalement, on pense qu'on est capable, on avance. Et ce que tu es en train de dire, c'est que parfois, on peut avoir un trouble de notre santé mentale qu'on n'identifie pas forcément parce qu'on se dit, bon, on va avancer, on va faire notre max, on va y arriver, c'est qu'un petit détail, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Et on va pas forcément demander de l'aide pour s'en sortir. Parfois jusqu'à temps que ce soit un peu le last minute, un peu trop tard. Et donc on ne s'écoute pas vraiment puisqu'on met ça sur peut-être le dos d'autres choses. C'est ça que tu essayes de me dire, Fabienne? Oui. Ok. Quand on a une jambe cassée, on a une jambe cassée. Oui. Quand on se sent triste depuis un mois, par exemple, que ça a des répercussions sur notre vie quotidienne et qu'on sent qu'on n'arrive pas à remonter la pente, il faut savoir agir et aller consulter au minimum son médecin traitant. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens qui sont formés, donc on va en reparler, mais il y a plusieurs types de formations. Oui. Il y a des formations en premier secours en santé mentale. Oui. Et il y a une formation en référent en santé mentale. Oui. Donc je pense que c'est bien qu'on fasse la différence. Oui. Euh,
est-ce que quand on a développé sa connaissance de ce que c'est, on est plus alerte déjà pour nous-mêmes? Est-ce que finalement, quand on vit un de ces troubles qui est persistant et finalement qui devient un problème, on devrait se faire aider? On ne met plus ça sur le dos de «je suis un peu fatiguée en ce moment, tout s'explique, la conjoncture est compliquée, mes enfants ne dorment pas la nuit», enfin tout un tas de choses de notre quotidien. Tu penses qu'on est, du coup plus alerté et du coup, plus à même d'aller prendre des rendez-vous, de s'entourer et de déceler ce qui ne va pas pour trouver des solutions? Oui, ça, démocratise beaucoup les troubles justement. C'est quoi avoir un trouble? Un trouble, à part entière, c'est une durée, c'est, supérieur à 15 jours. Il y a un impact dans la vie quotidienne et il va y avoir des émotions qui vont être exacerbées ou au contraire très inhibées. Quand je OK. suis très triste, on est plutôt dans ce registre-là et exacerbé quand je suis très anxieux, on est plutôt dans, quelque chose de très productif, de trop productif. Je n'arrive plus à arrêter mon mental, par exemple. Voilà. Francky, tu te sens comment par rapport à cette question de arrêter son mental? En ce moment, très bien. T'as noté, ça faisait combien de jours que ton cerveau ne s'était pas arrêté? Je pense qu'on peut le compter en semaines, voire en mois. Mais c'est pour ça qu'on va essayer de faire une petite méditation à la fin, justement, Avec pour plaisir. stopper nos cerveaux. Alors j'ai une première question. J'ai plein de questions, Fabienne, mais j'ai vraiment cette question de la santé mentale arrive dans le monde social, Oui. n'est plus à l'échelle individuelle et au cercle de la famille ou des amis. Euh, Est-ce qu'il y a un déplacement de la responsabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'entreprise, la société en général est responsable de la santé mentale de ses habitants, de ses collaborateurs? Voilà, comment ça se passe, cette question de responsabilité? Pourquoi aujourd'hui, on demande à l'entreprise de prendre ça en main? Pareil, je pense à autre chose, mais quand on se forme au premier secours à la Croix-Rouge pour savoir appeler les secours quand quelqu'un tombe à côté de nous ou ce genre de choses, finalement, c'est des choses qui sont hors de l'entreprise. On le voit dans les associations sportives, on le voit en tant que réflexe citoyen. Oui. Donc, comment se fait-il? Et est-ce que les entreprises aujourd'hui qui ont des collaborateurs ont vraiment cette notion de responsabilité de la santé mentale de leurs collaborateurs? Alors, ce que tu dis, Déborah, il y a un double sujet. Il y a dans quelle mesure je suis citoyen et dans quelle mesure je suis au travail. Et dans ce cadre-là, euh, le travail a un cadre juridique particulier. Dans le cadre citoyen, si on n'a pas envie, on est obligé de rien. Donc quand on se forme au premier secours, par exemple, là en santé mentale, c'est dans le cadre citoyen, c'est pour pouvoir intervenir. Intervenir sous-tend, j'apprends à repérer les signes d'un trouble et je vais vers l'autre en lui disant que je me soucie pour lui et on est plutôt un relais vers le psychologue, vers le psychiatre. Tout dépendra de la problématique en question et de l'urgence. Et quand je suis au travail, j'ai un devoir de responsabilité. L'entreprise est responsable de la santé mentale et physique de ses salariés. Donc, on est dans un cadre juridique. Il se trouve qu'effectivement, il y a des entreprises qui se forment à être référents en santé mentale, par exemple. C'est la formation qui est adaptée pour ce sujet-là. Et parce qu'on dit que la prévention, en fait, permet de gagner de l'argent. Ouais, donc en fait, les entreprises, quand on leur parle d'argent, tout de suite, elles se disent moins d'absentéisme, moins de Oui. burn-out, des collaborateurs qui vont mieux. Donc, je vais pas dire que c'est le nerf de la guerre, mais en tout cas, c'est en tout cas un argument qui passe près du cœur, la gestion des finances d'une entreprise. Ah ben, si vous avez un Euh, salarié sur 5 qui a un trouble de santé mentale, je vous laisse vite voir le calcul que ça fait oui, sur oui, une année. ouais, ça peut aller très vite. Et j'aimerais bien qu'on introduise des chiffres, parce que je suis allée quand même faire ma petite enquête avant pour savoir de quoi on parle. Et donc, ce que dit la santé publique en France, c'est qu'une personne sur 5 vit un trouble psychique au cours de sa vie, que 13 millions de Français seront touchés aussi au cours de leur vie, et ça, c'est l'OMS qui le dit.
que les troubles anxieux et la dépression sont les 2 plus fréquents, aujourd'hui dans notre société, que la dépression est vraiment l'un des plus répandus puisqu'elle concerne environ 15 à 20 de la population générale. Et puis depuis le Covid, hein, depuis 2020, le stress, l'anxiété, les signaux, post-traumatiques et de burn-out ont explosé avec un focus chez les jeunes et chez les femmes. Oui. Nous les Français, nous détenons le palmarès de la consommation de psychotropes, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères. Et malheureusement, le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans. Et ça, c'est pas à négliger car les idées noires, les idées suicidaires font vraiment partie justement de ces formations en santé mentale, comment les repérer et comment mettre des mots parfois sur des longs silences et des phases d'isolement. Euh, Fabienne, comment je peux reconnaître des signes avant-coureurs Mmh. Et puis après, tu nous diras comment on peut réagir. Alors, comment on peut déceler que quelqu'un ne va pas bien à quoi ça se voit? Oui, alors, si par exemple, la personne habituellement, c'est quelqu'un plutôt de joyeux, hem, qui fait des blagues, qui, rigole facilement, qui est ouverte aux autres, et qui prend plaisir, à la vie. On la voit tout d'un coup, s'isoler, elle semble plus anxieuse. Hem, Elle peut se dévaloriser. Elle peut, dire aussi qu'elle a des idées noires. C'est des éléments qui doivent inquiéter. Et si c'est une personne, donc ça c'est facilement identifiable Oui, parce c'est que des c'est une... changements de comportement, en fait, Changement c'est de ça? comportement. Ok. Tout changement de comportement doit alerter. Et si on est sur une personnalité de quelqu'un de plus réservé, donc Oui, quand quelqu'un est très expressif, joyeux, qui anime la galerie, c'est plus facile. c'est plus facile à identifier. Maintenant, quand c'est des personnes qui sont naturellement plus introverties ou plus discrètes, Oui. à quoi on peut déceler ça? On peut essayer de deviner, par exemple, il peut y avoir aussi un changement de comportement, c'est-à-dire, dans le processus de l'addiction, que ce soit, dans les jeux, dans, internet. Il peut y avoir aussi les substances, parce que les substances, malheureusement, par exemple pour l'alcool, c'est une solution avant d'être un problème et c'est un très bon dépresseur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va apaiser. Les consommations de cannabis, par exemple, sur des personnes qui ont des troubles du sommeil. En fait, on va avoir une sensation que c'est en train de glisser vers une pente qui est quand même pas la bonne. La personne discrète, elle va être dans l'isolement et ça doit nous alerter qu'elle reste chez elle, par exemple, et qu'elle ait plus goût à rien, par exemple. Il y a une différence entre ne pas avoir envie parce qu'on se sent pas bien, de sortir, par exemple, et ne pas avoir envie parce qu'on a envie de se reposer. Dans l'énergie, on va pas être pareil. Et finalement, dans ton expérience, ce que tu dis dans tes formations, c'est-à-dire que vous formez à la reconnaissance des changements de comportement, reconnaître des gens qui rentrent dans des addictions par des nouveaux comportements. Donc, Oui. j'imagine que vous identifiez ça aussi. Quand une personne est formée, que ce soit en secouriste, en premier secours en santé mentale ou en référent en santé mentale, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les informations finalement? Quelles sont les clés que la personne formée va obtenir pour être sûre, entre guillemets, de sa préanalyse, je vais dire diagnostic, même si c'est un petit peu, on n'est pas dans le domaine médical, mais comment on peut être sûr finalement qu'on a bien identifié qu'il y avait un problème? Alors, on peut jamais être vraiment sûr Ok. et en approchant quelqu'un, vous pouvez, aussi, vous faire envoyer sur les roses, comme on dit, où la personne va nier, qu'il y a un problème. Hem, Nous, on se doit de se dire: «Je suis inquiet pour toi. Il y a un changement depuis un certain temps. Est-ce que tu es d'accord avec moi?» Voilà, sur ces changements-là. Des faits objectivables, hein, voilà. Si c'est dans le cadre, citoyen, par exemple, eh ben, on peut y aller sur la joie de vivre, l'isolement, sur des choses comme ça. Si on est dans le cadre du travail, eh bien, on peut s'axer sur, l'absentéisme, le présentéisme. On peut s'axer sur, les petits retards, des absences injustifiées.
Par exemple, un changement de comportement au travail. Voilà. Le tout, c'est d'aller vers la personne et de lui dire ce qui nous soucie. Si, si je suis la première personne à lui avoir dit: «Oui, voilà, je m'inquiète pour toi, j'ai remarqué ça», beh, peut-être qu'effectivement, vous allez vous faire envoyer sur les roses. Mais s'il y a une deuxième personne qui arrive et qui lui dit: «Tu sais, depuis un certain temps, je te trouve plus triste». Et effectivement, quand, telle personne t'a dit ça, ben, je suis assez d'accord parce que moi aussi, j'ai observé que, le tout, c'est pas de faire la leçon et c'est pas d'envoyer chez le psychologue, contre sa volonté, puisque de toute façon, ça ne marchera pas. Mais c'est de donner à réfléchir et de se dire: «Tiens, c'est vrai qu'avant, il y avait j'étais plutôt dans l'entrain de la vie et tout ça et là, je me sens fatiguée en permanence, je dors pas bien la nuit», voilà. Et en fait, ce que tu dis, c'est que quand tu repères des troubles de ce type, finalement, t'es pas là pour... Moi, j'avais vraiment cette question de à qui je le dis. Donc, en fait, ce que tu exprimes, c'est que tu vas le dire à la personne concernée Oui, d'abord, bien sûr. mais qu'en fait, à aucun moment, tu es un donneur d'alerte. Mmh. Enfin, tu es un donneur d'alerte pour la personne elle-même, mais contrairement au brevet de secouriste où je sais mettre une personne en position latérale de sécurité, là, tu n'agis pas. Tu es dans le dialogue avec la personne pour laquelle tu t'inquiètes, mais tu n'as aucune autre action à mener, ne Alors, serait-ce que d'en parler autour heu, de toi. non et puis c'est même, déconseillé. Par contre, on ne peut pas garder, une situation, urgente, qui peut être parfois vitale. Je pense par exemple au risque suicidaire. Par exemple, vous avez la ligne 3114 qui peut très bien vous répondre, vous donner des conseils, si vous avez des doutes. Et de toutes les manières, il faut se faire confiance. Si vous avez été vers cette personne, que vous avez eu ce courage relationnel d'aller vers cette personne et de lui dire, «Je m'inquiète pour toi, ça a changé», voilà, beh, ça, je pense vraiment que, c'est déjà un premier pas. Ne restez jamais seul, par contre, face à une situation qui peut vous mettre, en difficulté. Et si tu sens aujourd'hui, comme tu dis, tu es la première personne à aller voir cette collègue ou cette amie où tu lui dis écoute, je m'inquiète, la personne est un peu dans le déni ou en tout cas n'a pas envie de se confronter au sujet, en tout cas pas tout de suite. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux lui dire pour la rassurer ou en tout cas lui dire voilà, je vais rien faire, mais je suis là si tu as besoin. Est-ce qu'il y a des clés conversationnelles ou des clés d'attitude, en sachant qu'on a bien compris qu'elle n'était pas prête, pour lui faire comprendre qu'à un moment donné, elle peut toujours changer d'avis. Voilà, quel est ton conseil Moi, je pense qu'il faut bien, se dire, les gens ont toujours une bonne raison d'avoir le comportement qu'ils ont. Si j'ai peur, je vais forcément me mettre sur la défensive ou alors au contraire, je vais agresser. En tous les cas, je vais changer de comportement et c'est déjà valider ça et valider une émotion qui peut être là, de peur, par exemple, pour parler de ça, sans avoir cette prétention, de sortir la personne de cet état. On n'est pas là pour ça. On est là pour qu'elle se responsabilise. Oui, on n'est pas des médecins, on n'est pas des thérapeutes, Nous ne sommes pas là on pour on poser n'est un pas des diagnostic. super-héros, on est juste là pour mettre en lumière et créer un réflexe, un déclic Mmh. chez la personne pour laquelle on s'inquiète finalement. Oui. Et c'est fou comme finalement, parfois on se dit quoi faire, Mm. on aura envie d'agir parce qu'on a envie que l'autre aille mieux. Mais là, ce qu'on nous dit clairement, c'est juste être là et ne rien faire. Oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la différence, c'est de se dire, bah en fait, je vais pas forcément agir, mais juste lui dire, voilà, bah, je suis là. Je suis là. Si tu as besoin, je suis là, quoi. Ouais. Et ça peut peut-être sauver une vie, je sais pas. Oui, bien sûr. Et quand tu es dans cette... finalement, quand nous, je veux dire nous les secouristes en santé mentale, finalement, quand on commence à s'intéresser aux autres, on sait très bien que quelque chose qui est qui est difficile, en tout cas qui n'est pas négligeable dans les métiers de l'accompagnement, c'est vraiment cette frontière entre soi et les autres. À quel moment je prends trop sur moi et quelle est cette frontière finalement entre le soin de soi et le soin des autres
même si on comprend bien qu'on n'est pas là pour soigner l'autre, puisque c'est pas notre rôle, on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute, on n'a pas les clés, on n'aura pas forcément les mots. Euh, Est-ce que tu as un tips vraiment qui nous permet de faire cette barrière? Qu'est-ce que les formations disent à ce sujet? Alors là, je vais parler plutôt professionnellement. Euh, Moi, en tant qu'infirmière, euh, je pense qu'il faut valider notre propre émotion déjà. Savoir comment on se sent en lien avec la personne. Si on sent qu'on n'est pas la bonne personne, par exemple, ou qu'il y a quelque chose qui à l'intérieur n'est pas cohérent, je pense qu'on n'est peut-être pas la bonne personne. Donc déjà, il faut être en forme, se dire, ben, moi je sais que la personne m'écoute, qu'elle a confiance en moi, donc là ok, feu vert. Donc déjà s'écouter soi et s'assurer que on soit en capacité d'aider la personne. Et si on se sent pas en capacité, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? On va en parler à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce On peut en que... parler à quelqu'un d'autre. Si la personne est formée aussi, ça sera beaucoup plus facile. Le tout, c'est de ne pas faire du commérage. Voilà, moi, ce que je ne veux absolument pas, c'est quand on parle d'une autre personne, c'est pour dire, oui, t'as vu comment elle est en ce moment, elle est agressive. Ouais, mais derrière l'agressivité, il se passe peut-être quelque chose. Voilà. Voilà, cette idée de commérage, je l'ai beaucoup vu en entreprise et dans le cadre citoyen aussi, me dérange fortement. Il faut pas stigmatiser l'attitude, hein, il faut plutôt se Voilà. questionner. Et donc, c'est vrai que si, en tout cas dans le domaine de l'entreprise, si on a un référent en santé mentale au sein de sa division, au sein de son entreprise, il est plus facile d'aller la voir pour lui en parler. Ouais. Et cette personne aura les bons réflexes voilà, pour dire ensuite à cette personne de son équipe, je m'inquiète en tant que référent. Voilà, est-ce que tu notes que tu as, est-ce que tu es à l'aise en ce moment? Enfin, j'imagine tout un tas de questions, en tout cas une approche individuelle vis-à-vis de cette... Les gens ne s'y trompent pas. Si vous arrivez avec bienveillance vers quelqu'un en lui disant que vous vous inquiétez pour lui, ils ne vont pas s'y tromper. Ils vont savoir que c'est vrai. Donc la clé, c'est être là, mais c'est surtout être bienveillant Ouais. et tout de suite poser un cadre de confiance et de réelle inquiétude pour l'autre. Oui. Et surtout, je pense, dans le cadre de l'entreprise, parfois c'est un peu difficile. On se dit, pardon, je vais être dénigrée ou ça peut me coûter ma place ou Ouais. j'ai peur finalement pour le futur de mon travail, qu'on me sente plus apte et je vais avoir beaucoup plus de mal à le verbaliser. Est-ce que quand on est référent en santé mentale, on a aussi ce devoir de, comme en médecine, comme quand on va voir un professionnel de santé, on va dire de secret médical, entre guillemets? Est-ce qu'on est... comment ça se passe? Est-ce qu'on peut être sûr finalement, lorsqu'on va se confier à un référent, est-ce que celui-ci va, voilà, s'engage aussi à ce secret professionnel? Et il va s'y engager, sauf si, à un moment donné, il y a un degré d'urgence. Voilà. On ne peut pas laisser une personne qui a des idées suicidaires, par exemple, et qui l'exprime dans le cadre du travail avec ça. Et on peut pas laisser un secouriste ou un référent seul avec ça Seul de aussi. se débrouiller. Voilà, on est dans un cadre, voilà, qui comporte des textes de loi et on est là humainement. Et on ne fait pas n'importe quoi. Une fois qu'on est formé, moi j'ai eu un petit exemple là, il n'y a pas longtemps, ça m'a fait sourire. J'ai fait une publication, je fais le parallèle avec ça, ça m'a fait vraiment sourire. J'ai fait une petite publication LinkedIn et j'ai eu un médecin urgentiste qui, suite à cette publication, m'a décelé un symptôme d'une maladie. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a bien fait sourire et je me suis dit, mais finalement, une fois qu'on a la connaissance, notamment qui touche la santé, est-ce qu'on n'a pas cette tendance à avoir des symptômes partout et du coup ne plus faire la différence entre un changement hormonal et un vrai, on va dire, Un vrai trouble. Un vrai trouble, une vraie alerte. Alors, quand on est formé, on va partir sur les 3 critères. La durée. Ok. On s'inscrit dans une durée. Sinon, on est tous anxieux, tous dépressifs. On a tous une petite voix qui nous dit des choses de temps en temps.
Non, ça, c'est pas de la pathologie. Par contre, quand ça commence à s'inscrire dans le temps, que ça a des répercussions sur la vie de la personne, la vie personnelle, professionnelle, amicale, sociale, oui, là, on va commencer à s'inquiéter. C'est pas... voilà. Sinon, on est tous quasiment Oui, c'est anxieux. c'est Et ce que d'ailleurs, j'allais dire. l'anxiété euh, peut être propulseur de performance. Je vais passer mon bac et heureusement que je suis un petit peu anxieux parce que du coup, ça va me donner un peu d'adrénaline. Oui, tout dépend de la durée du stress et de l'anxiété. Quand elle est Exactement. sur un temps court, elle peut vraiment nous booster. Mais quand elle est sur un temps long, finalement, elle joue en notre défaveur et Oui. elle nous fait du mal plus Ah, qu'autre c'est-à-dire que ça va chose. nous griller à un moment donné au niveau du corps, voilà, au niveau hormonal. Et donc, cette attention portée à la santé mentale, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un levier euh, du bien-être au service d'une performance ou c'est tout simplement voilà, un levier de bien-être tout court dans la société? L'un va très bien avec l'autre. Je pense que nous sommes dans une société quand même assez anxiogène avec tout ce qui se passe au niveau politique, international. Il n'y a pas grand-chose qui soit positif, malheureusement, sur les chaînes de télé. Et quand vous sentez que ça déborde, il faut couper. Voilà. Il faut pratiquer un peu de censure de temps en temps. Je pense qu'on est individuel, mais nous sommes dans une société. Et l'un interagit indéniablement avec l'autre. Donc ce rôle de... Moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que le collectif est important, l'individuel est important, l'un est au service de l'autre et vice-versa. Est-ce qu'aujourd'hui, cette préoccupation de la santé mentale à l'échelle nationale, à l'échelle de la société, elle est en train de se transformer en norme et finalement on demande à tout le monde de se former en santé mentale, de regarder un peu autour de soi. Quel est le message un peu sous-jacent de cette ultra-communication dans les médias, en politique, dans les entreprises sur le sujet? Alors, avant de répondre à ta question, j'ai peur de cette ultra-dépendance à avoir une bonne santé mentale. Voilà, prouver qu'on est en bonne santé mentale, c'est un piège, et c'est un leurre d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était la semaine dernière, que la personne avait regardé une vidéo d'une dame qui se dit, alors attends, c'était comment? C'était, je suis une femme alpha et je suis une hypersensible, mais je sais gérer mes émotions. Ça fait beaucoup d'informations là. Ouais, c'est... Oh là! Attends, waouh. Oui. Oui, c'est Oui, tu veux dire être un peu trop finalement rentré dans une espèce d'hyper-contrôle. en tout cas de hyper définition de qui je suis et je suis dans la maîtrise. Finalement, la santé mentale, elle est fluctuante. C'est un peu comme le poids hein, Oui. ou l'humeur. Entre l'été et l'hiver. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'en fait parfois on est en meilleure forme que d'autres. Il faut Mais accepter. il faut accepter qu'il y ait de la fluctuation et finalement tant qu'on n'est pas dans une situation de De mal-être. grave ou de mal-être profond, il faut accepter finalement voilà, de faire attention à soi. Il y a une question qui me vient, mais justement, on parle de santé mentale, mais est-ce que l'hygiène de vie fait partie de cette santé mentale? C'est-à-dire le sport, l'alimentation, on a énormément de sujets, enfin je veux dire Ah oui. de sujets autour de ça et à juste titre. Donc alimentation, sport, Méditation, Francky? méditation, on va demander à Francky, Aussi. respiration finalement, est-ce que tout ça aussi est pas un pilier de la santé mentale? Ça en est un complètement. Le sommeil, c'est la période qui nous permet de récupérer. Si je dors pas, ça va être vite compliqué. L'alimentation, c'est ce qui permet, c'est ce qui nous donne le carburant pour avancer dans la journée. Voilà, donc oui, il faut faire attention à son alimentation. Donc c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. Et le sport qui permet aussi d'avoir des émotions positives et plein d'autres choses. Le sport a beaucoup de bénéfices. Maintenant, c'est plutôt ancré dans notre société. On fait du sport sur ordonnance.
Bon, c'est bien de pas en arriver jusque-là. C'est bien de le faire avant. Voilà, ça serait bien de le faire avant pour soi. Bon, après, on fait comme on peut dans la vie. Donc si je dors 4 heures par nuit, Oui, très bien. que je mets de la pâte à tartiner sur de la baguette, mon cerveau il va pas trop kiffer, c'est ça? Ça va être compliqué. Enfin, tu peux le Ok. faire, mais c'est de manière Exceptionnel. ponctuelle. Exceptionnel. C'est jusqu'où va l'addiction. C'est-à-dire que Ok. si t'es addict à 4 heures de sommeil, pâte à tartiner, paquet de bonbons, zéro sport, ouais, c'est... Ça Ouais, veut c'est- pas dire qu'il y aura des troubles. Mais qu'il y aura plus je vais manger de sucre, en fait, plus je vais avoir des hyperglycémies, comme on dit. Et après l'hyperglycémie, malheureusement, vient l'hypoglycémie réactionnelle à ce sucre qui est arrivé trop vite dans mon sang. Donc, si je mange de la pâte à tartiner, Mm. 2 heures après, il y a des fortes chances que je me sente plutôt fatiguée. Des fois, ça peut être même du brouillard mental. Enfin, voilà, c'est une hypoglycémie qui Donc est... la santé mentale, finalement, c'est un sujet à tiroir, Oui, assez complexe, oui. très large. Est-ce que dans la formation ou dans les formations, c'est-à-dire, je répète, mais il y a vraiment le référent en santé mentale au travail, et puis il y a être le réflexe citoyen d'être Les premiers secours en des santé premiers mentale. secours en santé mentale. Tout à fait. Est-ce que cette partie hygiène de vie fait partie de la formation? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise doit se saisir de ça également, vu qu'on sait que c'est un pan important du bien-être de l'individu? Comment ce sujet est abordé? Alors, c'est plutôt rapide en guise de conseil dans les formations parce qu'on n'a pas le temps de tout. Il n'y a pas de coach sportif qui est Non, là. non, Ok. non, malheureusement, ça serait intéressant. Mais après, il y a des formations pour ça et spécifiques qui peuvent être, qui peuvent être une continuité de ces formations-là. Ok. Aujourd'hui, si, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles tu interviens ou dans les organismes, qu'est-ce que tu observes? Enfin, qu'est-ce que c'est que la culture du soin des autres de manière globale? On peut appeler ça aussi la culture du care, avec le mot care en anglais qui est prendre soin. La santé mentale, j'imagine, en est un aspect, mais la santé mentale n'est pas 100% de cette culture du soin envers les autres. Qu'est-ce que tu penses que ce mot souligne, ou en tout cas... Alors, moi, je dirais dans cette culture-là, j'appelle ça le courage relationnel. Voilà, c'est oser aller vers l'autre, qu'on soit manager ou qu'on soit simple collègue ou qu'on soit un voisin. Le tout, c'est d'aller vers l'autre et qu'on reprenne un peu de lien social et humain. Voilà. Dans les entreprises, effectivement, on voit, on a prôné un management un peu, euh, un peu forcé, pas forcément axé sur la santé mentale, plutôt axé sur il faut faire vite, bien. La performance La au sens la performance. plus productiviste du terme. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit que ça peut pas marcher que sur ce sujet-là. Et maintenant, on va faire attention aussi à certaines personnes, par exemple, qui sont pères aidantes, qui peuvent être assez handicapées par rapport aux horaires de travail, par rapport à leur propre fatigue psychique aussi. Quand il faut gérer quelqu'un à la maison qui a des problèmes, même ça peut être des parents. Oui, il y a des dispositifs aujourd'hui que les entreprises mettent en place pour Oui. prendre en compte vraiment ce rôle d'aidant. J'en ai vu plusieurs, c'est vrai que c'est super. Ouais. Et en ce qui concerne la relation hiérarchique ou la relation entre collaborateurs, qu'est-ce qui est important justement pour prendre soin des autres? Le respect. Là aussi, les gens ne s'y trompent pas. Quand quelqu'un en face vous respecte, vous le sentez. Voilà. C'est là où on est très instinctif. Et le respect, et puis donner l'exemple. Pas en faisant 60 heures par semaine, hein, c'est pas ça l'exemple. L'exemple, c'est à un moment donné, je sais m'écouter. Et j'ai envie d'être avec vous en équipe. Et on est bien là et on a un projet. Et il faut le mener à bien. Comment on arrive à ce que ce soit bien fait. Parce que être empêché dans la qualité de travail, c'est pareil, ça fait perdre du sens aux gens.
Donc voilà, un peu de Et puis ça. ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'était ce qui était la reconnaissance finalement de la valeur de l'autre et la confiance accordée Oui, humaine. Voilà, c'est aussi deux autres éléments qui sont vraiment importants pour tout le monde finalement, pour évoluer dans un collectif qui fonctionne et qui performe. Puisque quand on est en confiance, en général, on donne le meilleur de soi-même et on obtient du résultat. oui. Moi, j'ai adoré le courage relationnel. J'adore cette expression. C'est la première fois que je l'entends. Je sens que tu vas la réutiliser. Ah, je sens que je vais l'utiliser, ouais. Tiens. Euh, j'ai bien envie de te... Je sais que Francky, c'est notre expert IA. Il adore poser des questions à Oui, l'intelligence artificielle. Et il a voulu te coincer, Fabienne, te challenger. Tu me les donnes parce que je les ai pas retenus. évidemment. Tu te doutes. Allez, qu'est-ce qu'a demandé l'IA? Alors, on a demandé à l'IA de Allez, te piéger. oui, Il y a eu beaucoup de questions. Il y en a plein d'accord. qu'on n'a pas du tout aimées, mais on en a retenu quelques-unes. Est-ce qu'il y a un conseil que tout le monde donne et qui marche pas, qui marche jamais? Le conseil que tout le monde donne, alors ça va être, allez, ressaisis-toi, là, vas-y, ça marche pas en fait, parce que c'est hyper culpabilisant. Alors, quand tu formes, pardon, quelle peur n'est pas dite à voix haute? Ah. Alors, il peut y avoir, chez les personnes qui se forment, cette angoisse de se dire: Mais si ça se trouve, j'ai toutes les pathologies, qui vont être évoquées pendant la formation». Hmm. Ouais, donc peur de cocher toutes les cases et Peur de de se dire cocher waouh, toutes je les suis. cases et de se dire, ou pour eux et des fois, c'est même aussi pour un proche. Voilà. Ok. Donc il y a une certaine, et le mot santé mentale, il y a déjà eu des stagiaires qui m'ont dit: «Moi, le mot santé mentale me fait peur, en Moi, je fait». trouve que c'est un mot qui fait peur. Parce que ça fait penser à maladie mentale, Oui, Ouais, exactement. qu'on a longtemps entendu, justement avant d'avoir troubles psychiques et ensuite santé mentale. Le Mm. mot santé mentale ramène à maladie mentale et fait peur. Et c'est pour ça que c'est important de définir ce qu'il veut dire. oui, Parce que santé, même si c'est vrai que notre interaction avec les autres est importante, on l'a jamais mis aujourd'hui dans une terminologie qui a rapport avec la santé des gens. Et aujourd'hui, santé mentale, c'est aussi clairement, et c'est ce que tu dis, les alertes qu'on doit avoir, c'est quand les interactions se transforment. C'est quand il y a de l'isolement, ouais. quand les gens ne sont plus les mêmes dans l'interaction avec les autres. C'est ça, une des alertes. Et donc, c'est vrai que santé mentale, moi, je trouve ça aussi assez flippant comme choix de mots. Mmh. Je me demande si on n'a pas trouvé autre chose. Enfin, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas trouvé autre chose? Mais je trouve ça, oui, il y a un côté inquiétant, alors que finalement, ce que ça dit, c'est que c'est pas si inquiétant que ça, mais c'est proche de maladie mentale Voilà. et de troubles psychiques. Donc, on peut effectivement se poser la question. On dit bien qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et alors c'est pareil, c'est, Mais est-ce que c'est vraiment vrai? on le met, ah oui, 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 oui. Il y a pas de santé sans santé mentale, notre mental, c'est lui qui va primer, surtout. On le voit bien quand quelqu'un est porteur d'un handicap, bah, il peut très bien avoir un handicap, physique et pour autant Moteur? avoir une bonne santé mentale et aller bien et être en interaction avec les autres. Voilà, pratiquer, des sports, on le voit avec, toutes ces personnes qui font du paralympique, voilà, voilà, je trouve que c'est une très belle forme de résilience. Alors, autre question de l'IA. Je garde ma préférée pour la fin. Comme ça, vous restez. S'il y a une phrase que tout le monde dit, mais qui n'est pas adaptée, qui n'est pas appropriée. Hem, T'inquiète pas, ça va passer. Si ça ne passe pas, parce que souvent ça passe, hein, mais si ça ne passe pas, déjà c'est hyper culpabilisant et en plus, des fois pour que ça passe, il faut aussi se faire accompagner et se sentir en sécurité. Je pense qu'il n'y a pas pire que, de ressentir une certaine insécurité dans la vie et il y a plein d'événements dans la vie qui vont nous mettre en insécurité. Alors, par exemple, un déménagement, un, changement au niveau du travail. Ça peut être, par exemple, même une entreprise qui est rachetée, par une autre.
c'est hyper insécurisant. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y en a qui vont démissionner avant que ce soit racheté. Par peur du changement. Oui, par peur du changement. Parce qu'à ce moment-là, ils se sentent en insécurité. Ils se disent si le management ne sera peut-être pas le bon. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre. Ça va trop changer. On est en train de se faire avaler par des plus gros. On sera les petits. Voilà. Et donc, c'est un bon réflexe, finalement, dans ces cas-là, pour ceux qui ne se sentent pas de vivre la transformation, de quitter le navire, ou en tout cas Ouais, ça de... serait intéressant que ça soit une bonne occasion pour se faire aider et pour voir dans quelle mesure, quand je me sens en insécurité, je peux l'accepter. Et toute émotion qu'on va valider, déjà, la reconnaître, la valider, et c'est le meilleur moyen pour que ça se passe au mieux. Pour la dépasser, en tout cas. Alors, c'est quoi, Francky, ta super bonne question de la La fin, là, que dernière tu gardes question, ma depuis tout à l'heure? préférée. Si je pose la question à quelqu'un s'il a des pensées ou des envies suicidaires, est-ce que je risque pas justement de lui donner l'idée alors qu'il l'avait pas forcément? Alors souvent, ça va plutôt avoir un effet protecteur. Parce que, en fait, la personne a des idées suicidaires. Elle l'a pas, des fois, elle l'a pas vraiment conscientisé. Elle va être plutôt dans j'ai envie d'en finir. C'est pas forcément le décès qui est recherché, c'est plutôt l'envie que la situation s'arrête, C'est qu'une l'arrêt de la souffrance, souffrance. que ça arrête, voilà, que la souffrance s'arrête. Donc voilà. Donc ça va plutôt avoir un effet protecteur. Bon, après, ça peut être dur de poser la question. Ça peut Enfin, être très dur. on veut bien l'imaginer. Alors, si c'est un peu dur de le demander après qu'on ait dit, voilà, je m'inquiète pour toi, depuis un certain temps, j'ai remarqué que, voilà, on peut ramener à une période, par exemple, l'adolescence. Tu sais, l'adolescence, c'est difficile à passer. Et il y a des jeunes parfois qui ont des idées suicidaires. Et toi, est-ce que tu as des idées suicidaires? Voilà. Une personne qui est en train de se séparer. Tu sais, la séparation, c'est difficile. Ramener à une période, on ne risque pas grand-chose. Et c'est un bon moyen d'introduire. Ouais, donner un exemple, un référent événement Mhm. qui permet de se sentir plus proche finalement d'une situation qui semble toucher peut-être une majorité de personnes. Valider l'émotion. Voilà. Ok. T'as une autre question, Francky? C'est bon? C'est bon pour moi. L'IA a donné L'IA a donné T'as le- sélectionné. Exact. On est bien comme ça. Merci beaucoup, Fabienne, pour Merci à vous deux, pour Déborah, Merci, Francky. Fabienne. tous ces mots. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas dit, une question que je ne t'aurais pas posée, Alors, à laquelle tu aurais eu envie de répondre? oui, on a parlé de premier secours en santé mentale Oui. et référent en santé mentale. Oui. Donc, premier secours en santé mentale, il y a deux modules, on va dire. Il y a un premier secours en santé mentale standard, c'est les adultes qui, dans le cadre citoyen, qui détectent les autres adultes. Et premier secours en santé mentale jeune, qui est que les adultes qui vivent ou travaillent avec des jeunes. Et ensuite, la formation de référent en santé mentale et addiction, d'ailleurs, c'est le reste du titre, au travail. C'est spécifique au milieu du travail avec la réglementation. Et là, c'est une formation axée sur la prévention, primaire, secondaire, tertiaire. On parle de burn-out, comment le détecter, parce que mine de rien, c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de signaux plutôt faibles. Et une fois que la personne est partie, qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu, par exemple, une absence prolongée? Est-ce que si le médecin du travail dit OK pour qu'elle revienne à son poste de travail, comment on l'accueille? Comment on l'accueille? Ok. Comment le Qu'est-ce poste... qu'on met en place au niveau organisationnel? Voilà. ok. Le post-événement, la post-absence, comment elle se gère Ouais. aussi Ouais. au niveau de l'entreprise. Pour toi, aujourd'hui, finalement, c'est un réflexe d'humanité de se former, Oui. d'apprendre pour pas se sentir démuni au cas où. Ouais. Voilà. Plus on sera formé, que ce soit dans le cadre citoyen ou professionnel, plus ce sera banalisé. Banaliser ne veut pas dire je ne vois pas. Banaliser, c'est ah ok, et du coup tu passes ça, mais comment tu te sens par rapport à cet Je événement? sais gérer, en fait, j'ai les bons réflexes. Mhm. Oui, Au même titre acquérir que des bons j'ai réflexes. acquérir des bons réflexes et ne pas être ni démuni, ni apeuré
ni Donc tétanisé quelqu'un ne va pas bien. de quoi savoir faire quand quelqu'un ne va pas bien. Voilà. Ok. Et par rapport à la question des idées suicidaires, par exemple, souvent on a peur un peu de poser la question, mais on a surtout peur De la réponse? de la réponse. Comment S'il gérer la dit oui, réponse? qu'est-ce que je vais faire? Et s'il dit oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On part Alors, en courant. on peut très bien lui dire, tu sais, je peux pas rester avec ça. Et tu comprends bien que euh, là, tu as envie de passer à l'acte. Et passer à l'acte, ça peut entraîner ta mort. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on appelle le 3114, par exemple, tous les deux? Et le 3114 sera là pour aller vers la désescalade. Parce qu'en fait, une crise suicidaire, elle est limitée dans le temps. Et il faut compter sur ce temps-là. Il faut être là pendant ce temps-là. Oui, donc là, on est vraiment sur les situations d'urgence. Là, on est sur une situation C'est d'urgence. vraiment cette détection-là. Maintenant, il y a d'autres situations qui sont moins urgentes, qui sont accompagnées différemment avec d'autres types de spécialistes ou d'accompagnants, qui sont tout aussi importantes, mais qui n'ont pas ce côté du jour au lendemain, tout peut basculer. Par exemple, il peut y avoir les attaques de panique. Alors, par exemple, l'attaque de panique, souvent quand les adolescents ou les adultes, ça peut arriver aussi n'importe quand dans la vie, de faire sa première attaque de panique. Souvent, ils vont se dire, je vais essayer de ne pas y penser. Ou alors, je vais, par exemple, si j'ai fait ma première attaque de panique, j'en sais rien, moi, dans un supermarché, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir deux solutions. Soit j'y vais et j'ai une énorme appréhension que ça revienne. Donc, plus je vais avoir de l'appréhension, plus mon corps il va vibrer, il va dire tu te rends pas compte, la dernière fois tu as fait une attaque de panique. Attaque de panique, il y a beaucoup de symptômes communs avec l'infarctus. Donc les gens ont littéralement l'impression qu'ils vont mourir ou qu'ils vont devenir fous. Donc ils ont vraiment l'impression de sortir de leur corps. C'est vraiment très difficile à passer, une attaque de panique. Et la solution, j'évite. J'y vais pas, comme ça, pas de problème. Il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller mal, donc je vais commencer à éviter. Le problème de l'évitement, c'est que plus j'évite, plus ça aggrave le problème, ça va finalement. aggraver le problème et ça va aggraver surtout ma dépendance aux autres. Et plus je vais être dépendant, et en fait, plus je vais me sentir en incapacité de faire les choses par moi-même. Oui, donc plus vite on prend le problème en main, moins il devient grave. Oui. Je vais passer la main à Francky. Est-ce que tu peux nous faire redescendre de cette crise de panique potentielle évoquée par Alors, on Fabienne? va essayer de faire quelque chose en Est-ce que, 2-3 minutes. Oui. est-ce Ensuite, que on va conclure. est-ce que la méditation est recommandée en santé mentale? Ah oui. Alors vas-y, Francky. Ok, c'est parti. Je peux rajouter quelque chose avant? Bien sûr. J'ai entendu il y a quelque temps dans un podcast très intéressant une dame qui faisait de la méditation de pleine conscience dans les entreprises et qui disait que pour elle, le premier facteur d'accident au travail, c'était l'inattention. Ok. Et que la méditation, pour elle, lui permettait, par rapport aux équipes, de soutenir une plus forte attention finalement. Voilà. Où Ok. je suis quand je suis voilà, Ok. avec intéressant. quelqu'un qui ne va pas bien, avec des problèmes, avec de l'anxiété, avec voilà, tout ça. Je trouvais ça super, super intéressant par rapport à la méditation de pleine conscience. Complètement, ouais, capacité d'attention et de focus et de concentration. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte session de méditation. Alors, quand on veut méditer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà trouver un endroit calme et paisible. On a le plus de chances de ne pas être dérangé. Le deuxième, c'est de prendre une position qui est confortable, peu importe où on est. Et la troisième chose à faire, c'est de donner une intention à sa session de méditation. Alors, donner une intention, c'est un peu comme un objectif. Ça peut être, ouais, j'ai passé une sale nuit, j'ai dormi 4 heures. Bon, ok, je vais prendre quelques minutes pour compléter ma nuit de sommeil. Ou je suis hyper stressé au boulot en ce moment. Je me prends quelques minutes justement pour prendre du recul face à cette situation. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va fermer les yeux. Et on va commencer par prendre conscience et observer notre respiration.
Et pour commencer, on va prendre 3 grandes inspirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et on le fait à son rythme. Et sur la 3e et dernière expiration, eh bien, on se vide complètement les poumons jusqu'à ne plus avoir d'air du tout, du tout, du tout, du tout. Puis on reprend une respiration naturelle. On peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspirer par le nez et expirer par le nez, peu importe. À vous de choisir votre mode de respiration. On respire plusieurs milliers de fois par jour sans jamais y penser. Et pourtant, sans notre respiration, nous ne pourrions pas être en vie sur cette terre. Donc on va juste observer cet air qui entre et qui sort de notre corps. Et si jamais on est interrompu par une pensée, une sensation corporelle ou un son, c'est totalement ok. On laisse ce son, cette pensée ou cette sensation corporelle venir, puis repartir. Et si jamais ce son, cette pensée ou cette sensation corporelle persiste, eh bien vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous concentrer à nouveau sur votre respiration et observer ce va-et-vient de l'air dans votre corps. Pour terminer cette courte session de méditation, on va prendre une dernière inspiration en inspirant par le nez et on expire par la bouche. Et on se vide complètement les poumons. Tout en restant immobile, les yeux fermés. On en profite pour observer comment est-ce qu'on se sent physiquement et mentalement. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux, bouger, vous étirer comme un petit chiot ou un petit chaton qui vient de faire une grosse sieste pour pouvoir reprendre une activité Normal. normale. On est ravis d'avoir fait ce podcast avec Fabienne. Merci encore. Merci à toi, Francky. Merci à toi, Déborah. Merci. Et si vous avez pris du plaisir, n'hésitez pas à liker, à partager. Et pour aller encore plus loin, on va organiser une session de Q&A, de questions-réponses avec Fabienne. Et tout ça se trouve dans la communauté Peaceful Mind. Tu vas retrouver le lien en commentaire. Et pendant cette session, tu vas pouvoir poser toutes les questions à Fabienne en live. Et Fabienne va également nous partager ses meilleurs tips, un petit guide pour que tu puisses également mettre en application si jamais tu te rends compte qu'il y a un problème de santé mentale autour de toi. Merci.